Excellences, distinguished guests, señores y señoras, ya que algunos jóvenes mexicanos están aquí, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir et de pouvoir apprécier en direct les résultats de nos efforts conjoints. Au cours des derniers mois, j'ai eu l'immense plaisir d'agir comme point focal de la FAO pour l'organisation de cet événement. Or, vous le décèlerez certainement à mon accent, je suis moi-même québécoise. J'ai ainsi eu l'opportunité de découvrir à nouveau l'incroyable dynamisme du Québec en matière de coopération internationale, cette fois-ci en tant que partenaire externe. J'ai pu y observer les valeurs de solidarité et d'innovation qui caractérisent tant le Québec à l'étranger, ainsi qu'y rencontrer de merveilleux collègues sans lesquels nous ne pourrions être ici aujourd'hui. Si vous le permettez, j'aimerais justement profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement tous les collègues du gouvernement du Québec ayant contribué aux préparatifs de cet événement, avec une mention toute particulière, encore une fois si je peux me permettre, pour sa coordonnatrice, Rachel Lévesque. Ouais. La fluidité et le professionnalisme démontrés dans le cadre des préparatifs de cet événement témoignent sans aucun doute d'une excellente collaboration entre le gouvernement du Québec et la FAO. Au cours des derniers mois, la FAO a fourni un apport technique, suivi et engagé à la préparation de ce colloque international. Au cœur de cette contribution figurent notamment Alexandre Mébèque et Charlotte Dufour, experts et expertes reconnus, professionnels des Nations unies engagés et collègues tout particulièrement inspirants et inspirantes. M. Mébèque est le conseiller principal en agriculture, environnement et changement climatique auprès du sous-directeur général responsable de l'agriculture et de la protection des consommateurs de la FAO. Il bénéficie d'une vaste expérience sur les sujets relatifs à la durabilité, la sécurité alimentaire et la nutrition, tant au niveau national qu'international, avec de nombreuses publications sur les changements climatiques et l'agriculture, les systèmes alimentaires et les régimes alimentaires durables, et j'en passe. Madame Charlotte Dufour est experte en nutrition à la division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO. Spécialiste dans les politiques et programmes agricoles et alimentaires dits sensibles à la nutrition, son travail se concentre particulièrement sur l'assistance technique et le renforcement des capacités au niveau national, régional et international, pour l'adoption d'approches sensibles à la nutrition dans les domaines de l'agriculture, de la protection sociale et de la résilience. Ces deux experts et expertes de la FAO vous présenteront aujourd'hui la situation actuelle de la faim et de la malnutrition dans le monde et exploreront les effets des changements climatiques sur cette situation qui s'aggrave, comme l'a révélé le rapport annuel de la FAO, l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, State of Food and Security and Nutrition, le fameux SOFI 2017, paru il y a à peine 10 jours. Ils porteront en ce sens une attention particulière aux liens à la fois primordiaux et complexes entre les changements climatiques, les productions agricoles, la sécurité alimentaire et la nutrition. Un tel portrait permettra sans aucun doute de susciter des discussions pour les 3 jours qui suivront. 3 jours de plénière, 3 jours d'ateliers et surtout, sans aucun doute, 3 jours de rencontres, d'échanges et d'apprentissage. Je leur laisse ainsi, sans plus tarder, la parole. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, Alexandre Mébèque et Charlotte Dufour. Excusez-moi, je cherche le... Excusez-moi, mesdames et messieurs, excellents invités distingués, c'est un vrai honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder 2 sujets qui forment ensemble les priorités absolues pour le bien-être des populations du monde, mais aussi de notre planète. Monsieur le Premier ministre et Madame Semedo ont évoqué le fait que notre organisation a été fondée ici même, il y a près de 72 ans. J'aime souvent relire le préambule de la Constitution de la FAO, son texte fondateur. Si vous avez le plaisir de venir à Rome, vous verrez des grandes plaques de marbre dans notre entrée
Et les mots qui commencent ce préambule se lisent « Les États qui adhèrent au présent acte, résolus à développer le bien-être général par une action particulière et collective, afin d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridiction respective, d'autres objectifs, constituent par le présent l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. » Ce sont des mots forts qui résonnent encore aujourd'hui. Pour continuer, je pense avoir besoin d'un petit instrument. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Je vous propose dans mon intervention d'abord de revisiter un peu plus en détail le constat de la situation qu'ont dressé Monsieur le Premier ministre et Madame Semedo, avant d'explorer les liens qui existent entre le changement climatique et la nutrition et de conclure par quelques perspectives. Ce n'est pas sans signification que cette année est la première année que la FAO et les agences dites romaines, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international pour le développement agricole, publient de façon conjointe avec l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds international pour l'enfance le rapport sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire dans le monde. Ceci vraiment marque le fait que le système des Nations Unies et ses États membres veulent rassembler et remettre la nutrition et la sécurité alimentaire ensemble, et que cet enjeu est au cœur de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Le constat a déjà été dressé. Voici les chiffres pour vous aider à les mémoriser. Regardons un peu plus en détail l'histoire qui se cache derrière ces chiffres, et notamment leur répartition dans le temps. Donc une hausse dans les nombres de personnes qui souffrent de la faim. Les conflits que nous voyons, le phénomène d'El Niño, ne sont pas sans signification dans cette hausse. Les taux de malnutrition infantile, certes, baissent, mais ils restent encore très élevés, notamment en Afrique et en Asie. Et ces pourcentages, dans le cas de l'Afrique, cachent la réalité que, du fait de la croissance démographique, le nombre absolu d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique, lui, continue d'augmenter. Le pourcentage baisse, mais le nombre absolu continue d'augmenter. C'est un enfant sur 4, c'est pas rien, hein, un enfant sur 4 dont l'avenir est mis en jeu par ce fléau. On voit aussi un nouveau fardeau qui vient s'ajouter dans tous les pays du monde. L'obésité et tous les problèmes de maladies chroniques non transmissibles qui y sont associés. Tous ces facteurs font qu'ensemble, les questions alimentaires sont le premier facteur de risque de mortalité précoce dans le monde. Une étude, le Global Burden of Disease, qui a été publiée en 2013, et ainsi qu'une revue du journal Lancet, montre que de tous les facteurs de risque qui influent une accélération de la mortalité, les problématiques liées à l'alimentation sont en première ligne. La sous-nutrition maternelle et infantile sont le troisième facteur de risque. Les coûts sanitaires et les désastres familiaux qui se cachent derrière ne sont pas tout. Ils ont aussi un coût économique. Le coût associé à la sous-nutrition serait de 1 à 2 milliards de dollars par an, soit 2 à 3% du PIB global. Quant à ceux de l'obésité et des maladies chroniques qui lui sont associées, nous parlons de 2 milliards par an environ, soit 2,8% du PIB global. Pour vous donner une comparaison, le coût des conflits dans le monde est estimé aussi à 2,1 milliards. Il s'agit d'une étude réalisée par l'Institut McKinsey. Le coût de la non-action est donc beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Les progrès sont donc lents. Et quels sont les facteurs en jeu ? Regardons quelques chiffres, ensemble et quelques cartes. Ici, vous voyez le pourcentage de personnes touchées par la faim et d'enfants malnutris selon les situations des pays en conflit et ceux non touchés par les conflits. Et on voit que
la prévalence, par exemple, le nombre d'enfants, 75% des enfants de moins de 5 ans touchés par la malnutrition vivent dans des pays en conflit. Regardons cette carte. 34 pays concentrent 90% de la sous-nutrition dans le monde. Parmi ces pays, j'ai entouré en rouge ceux touchés par des conflits et en jaune ceux touchés par des catastrophes naturelles. Voici une autre carte, celle tirée du rapport de la FAO sur la production agricole dans le monde l'année dernière, ce qui a porté sur le changement climatique. Et ça, ce sont les pays qui seront le plus touchés par la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire en lien au climat. Enfin, une dernière carte avec l'exemple de l'Afrique, là où se concentrent les conflits dans le monde. Ces corrélations géographiques entre malnutrition, insécurité alimentaire, impact du changement climatique et conflits ne sont pas sans signification. En effet, le rapport annuel de la FAO met en avant le fait que ce sont des conflits, le changement climatique et les événements climatiques extrêmes qui lui sont associés, et le ralentissement économique et ses impacts sur les systèmes de protection sociale qui sont derrière ce triste tableau. Regardons ensemble comment le changement climatique vient contribuer à la malnutrition. Voici le cadre dit cadre conceptuel de la malnutrition, parfois appelé aussi cadre conceptuel de l'UNICEF, qui présente de façon simple les causes principales de la malnutrition. Il est utile pour notre analyse et pour guider nos discussions des prochaines journées. Les causes directes qui influent au niveau de l'individu sont un régime alimentaire inadéquat en quantité et en qualité, mais aussi des problèmes de santé, par exemple la diarrhée, la malaria, qui viennent influer la manière dont le corps peut assimiler les aliments, ou aussi viennent réduire l'appétit. Ces deux causes sont affectées par les causes dites sous-jacentes, l'insécurité alimentaire des ménages, donc le problème d'accès, aussi des pratiques de soins, telles que l'allaitement, le fait de nourrir un enfant dans des quantités et une fréquence adéquate, et enfin à tout ce qui est problématique de santé, d'accès aux soins. Et tout cela est influé par les causes de base, le contexte économique, social, environnemental, politique. Le changement climatique vient exacerber chacune de ces causes directes et indirectes. Regardons les causes de base. Tout ce qui est sécheresse, inondation, perte des ressources naturelles, variabilité et saisonnalité exacerbée, ainsi que qui d'ailleurs génèrent conflits, déplacements de population, migration vers les villes, viennent affecter l'ensemble du système. Cela entraîne des pertes de moyens d'existence, de revenus, des réseaux sociaux, l'éducation des enfants est interrompue, les systèmes de santé sont affaiblis. Les systèmes de protection sociale n'arrivent plus à faire face aux besoins, les systèmes de vulgarisation agricole aussi. C'est ça l'impact des crises. Et c'est ça qui, ensemble, affecte les causes sous-jacentes de la malnutrition, sachant que les femmes et les enfants seront les plus touchés, et sont déjà les plus touchés. Pour ce qui est des impacts sur la sécurité alimentaire, mon collègue M. Beybeck va le développer, mais je souhaiterais mettre l'accent sur l'impact sur la perte de diversité alimentaire, et notamment l'impact du contenu nutritionnel des aliments. Certaines études montrent que des denrées telles que les pommes de terre, le riz, le blé peuvent perdre 10 à 15% de leur teneur en protéines quand ils sont soumis à exposés à des fortes concentrations de gaz d'émissions à effet de serre et de CO2. Ils contiennent aussi 15 à 30% moins de zinc et de fer. Il y a aussi des problèmes de sécurité sanitaire des aliments, d'augmentation de problèmes de peste qui peuvent aussi venir empirer non seulement l'alimentation, mais aussi la santé directement. On voit s'accroître des problèmes d'accès à l'eau aussi par la sécheresse, mais les inondations. L'augmentation de l'exposition aux vecteurs de maladies tels que les moustiques porteurs de malaria, de dengue, de choléra, l'impact des canicules, l'affaiblissement des systèmes de santé. Et enfin, sur les pratiques de soins. Les femmes notamment, qui sont soumises à devoir gérer davantage ces stress, ces catastrophes, on peut avoir moins de temps pour l'allaitement, pour emmener les enfants à la clinique, pour les nourrir dans la fréquence dont ils ont besoin. Les stratégies d'adaptation qui sont employées dans les situations de crise peuvent conduire à des situations drastiques. Et les dynamiques de genre peuvent être
vraiment encore plus problématiques. Je pense notamment aux situations de crise où les femmes sont souvent de plus en plus exposées au viol ou au recours à des stratégies telles que la prostitution pour faire face. Et c'est une réalité qui touche malheureusement bien trop de femmes et qui a des impacts sur l'ensemble de la famille. Mais la relation n'est pas que dans un sens. L'alimentation, elle aussi, par contre, contribue au changement climatique. On voit nos modes de consommation se transformer avec l'urbanisation, les changements des moyens de vie, des modes de consommation. Plus de consommation de viande, plus de consommation d'aliments transformés. Et ceci a un impact sur l'ensemble du système alimentaire. Des estimations, ce n'est pas facile d'avoir des estimations précises, mais une estimation serait qu'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des systèmes alimentaires. On sait à peu près 20% de l'agriculture, mais le système alimentaire comprend aussi la transformation, le transport. Celle-ci pourrait augmenter de 32% selon une étude de Tillman et Clark entre 2009 et 2050 si les régimes alimentaires continuent à changer tels qu'ils le font actuellement. Une autre étude du World Resources Institute estime que la consommation globale de bœuf, or on sait que l'élevage a un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre, pourrait augmenter de 95% d'ici à 2050. Voici une graphique qui montre les gaz à effet de serre selon le type de régime alimentaire. La colonne la plus élevée est celle d'une projection de si d'ici à 2050, les populations adoptent davantage le régime alimentaire qui est celui des populations dites occidentales, les émissions seront très fortes. Si par contre, on adopte des régimes alimentaires tels que celui connu comme méditerranéen ou végétarien, ces émissions sont réduites. Ceci veut dire que nous avons un levier d'action aussi sur la consommation. Les pertes alimentaires jouent aussi un rôle. 8% des émissions de gaz à effet de serre proviendraient de ces pertes et du gaspillage. Les modes de transformation des aliments sont en cause, le type d'emballage que nous employons et aussi les besoins en énergie pour la cuisson. Il s'agit d'un enjeu non négligeable, par exemple, car l'utilisation de matériel à brûler, de fuel, peuvent engendrer aussi des gros problèmes de santé. Des familles qui n'ont pas accès à ce genre à l'énergie pour pouvoir cuire les aliments en viennent à brûler des pneus, des plastiques, et cela est aussi facteur de à peu près 4 millions toucherait 4 millions de personnes par an, selon l'OMS. Pour conclure, je pense que tous ces facteurs montrent l'importance d'une approche holistique, car les liens entre changement climatique et nutrition sont à deux sens. Il importe de regarder l'ensemble du système alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Et je souhaiterais même plutôt dire de la consommation jusqu'à la production, car en effet, c'est quand le consommateur commence à changer ses modes de consommation que l'ensemble du système doit s'aligner. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder le système alimentaire, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté de l'eau, de l'assainissement, de la santé et de la protection sociale. Au cœur de la démarche, il y a donc, comme le disait Madame Semedo, une approche multisectorielle, multi-acteurs. Il faut innover en s'inspirant de la science moderne, mais aussi des connaissances ancestrales, en impliquant toutes les générations. J'étais un petit peu déprimée, j'avoue, en préparant cette présentation. Mais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de pouvoir entendre un petit peu quelques projets qu'ont les jeunes experts et étudiants qui ont été invités par les offices de la jeunesse internationale québécois. Et franchement, je suis beaucoup plus optimiste. D'ailleurs, je vous invite, vous qui avez été invités, les étudiants et les jeunes experts, peut-être levez-vous. Et je vous invite tous à les rencontrer pendant ces quelques journées, à leur demander quels sont leurs projets et à apprendre d'eux, parce que je pense que ça va nous donner beaucoup d'inspiration pour nos propres discussions. Merci. Pour terminer, je pense que nous avons vraiment une opportunité de transformer ces défis en des opportunités. Les recommandations qui sont prônées pour des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition sont extrêmement proches des recommandations prônées pour les systèmes alimentaires intelligents face au climat. Il s'agit en fait de remettre l'homme et le bien-être de notre planète au cœur du développement. Et si vous me permettez peut-être une réflexion un peu plus personnelle, je pense qu'il s'agit peut-être de renouer avec le respect du sacré du vivant.
Et ce n'est peut-être pas par hasard que nous avons ces échanges ici au Canada, où les peuples des Premières Nations ont sans doute beaucoup à nous apprendre à ce sujet. Je vous remercie. Charlotte, comment ça marche juste, le truc? Voilà. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux organisateurs de tous les efforts pour organiser cet événement et puis de m'avoir demandé de faire cette intervention. Mon objectif est un peu le contraire de ce qu'a fait Charlotte, c'est partir du changement climatique et pour en arriver aux conséquences actuelles, futures et possibles sur la sécurité alimentaire dans toutes ses dimensions, y compris la nutrition. Et comment ça marche? Oui. Donc, dans un premier temps, de balayer très rapidement la question des sources des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, parce qu'en fait, on ne peut pas adresser l'adaptation sans la mitigation. Ça, c'est une des grandes caractéristiques du secteur agricole par rapport à tous les autres secteurs économiques, c'est qu'on ne peut pas séparer les deux, en fait. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je ne dis pas que les deux vont toujours ensemble, mais on ne peut pas faire l'un sans que ça touche à l'autre. Et donc, quand on veut adresser ce grand défi d'assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition dans des systèmes alimentaires qui sont soumis au changement climatique, eh bien, il y a tout un ensemble de solutions qu'on peut rassembler sous cette idée de système alimentaire efficace et résilient. Comment il est... oui, mais il n'a pas l'air... Ah voilà. Bon, si ça ne va pas plus vite, je n'ai jamais arrivé. Dans quelle direction? Ça va pas du tout, ça. Tu le pointais vers où? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des... Mais non, je ne devrais pas du tout être là, en fait. Bon, là, c'est bon. Voilà. Et je voudrais simplement rappeler un certain nombre de points qu'on oublie trop souvent. On entend dire que le changement climatique, ça va faire des perdants et des gagnants, etc. En agriculture, c'est faux. Pour une raison très simple, c'est que tout changement en agriculture est traumatisant. Les écosystèmes, ils sont adaptés à un certain type de climat. Si ce climat-là change, ça veut dire qu'il faut changer. Et que donc, si on ne fait rien, ça ne marchera plus. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Le second, c'est que quand on parle d'une augmentation de plus de degrés, ça veut dire plus de degrés en moyenne partout. Moins sur les océans, plus sur les continents et beaucoup plus en certains endroits. Et nous sommes actuellement dans un de ces endroits où la température augmentera plus qu'ailleurs. Et donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est que cette élévation de température moyenne, elle cache des pics d'élévation à certains moments et puis une plus grande variété. Et puis, certains de ces pics sont plus importants que d'autres. Quand, par exemple, on passe d'une température où les précipitations tombent sous forme neigeuse à tombent sous forme de pluie, comme on l'a connu l'année dernière à Québec, non seulement on change la vie courante de la plupart des citoyens, mais on change complètement le réseau hydrographique. Au lieu d'avoir de la neige qui stocke dans les montagnes, et puis qui coulera plus tard en été quand les poissons en auront besoin, quand les agriculteurs en auront besoin, je pense à l'Inde avec l'Himalaya, eh bien, elle coule en hiver au moment où c'est beaucoup moins utile parce qu'il y en a déjà. Et ça, c'est une différence à un certain moment de simplement 1 ou 2 degrés. Donc, les principaux effets du changement climatique, c'est tout simple, c'est le changement, quel qu'il soit. Même si on peut penser que dans un pays froid qui fasse un peu plus chaud, c'est mieux, eh bien non, parce que les conditions sont différentes. Donc les températures, moyenne, distribution, extrême variabilité, tout ça, ça peut complètement bouleverser un écosystème et un agroécosystème en particulier. La distribution des précipitations, qu'on connaît un petit peu mieux
enfin, dont on prévoit un petit peu mieux l'évolution maintenant, le niveau des mers, l'acidité des mers. Bon, ça est bien connu. Alors, ceci n'est que la première moitié d'une figure qui vise à montrer les impacts sur la sécurité alimentaire. Les différents points que je viens d'énumérer, eh bien, ils agissent sur les écosystèmes, lesquels, les agroécosystèmes font partie des écosystèmes. Ce que je veux essayer de faire passer, c'est cette idée qu'il y a des productions qu'on connaît bien dans des conditions simples. Le blé, on peut le modéliser pratiquement en laboratoire, culture simple, sans toutes les autres espèces qui vont avec. Dès qu'on veut regarder ce qui se passe en réalité dans le champ, ça devient beaucoup plus compliqué. Et en fait, le changement climatique, il ne va pas impacter que cette plante-là qui nous intéresse, mais tous les parasites qui vont autour, les prédateurs des parasites, et ils vont l'impacter de manière différente. Et si votre parasite prospère mieux avec le changement climatique que son propre prédateur, eh bien, on aura de grandes difficultés en matière de récolte. Et j'ai aussi mentionné les événements extrêmes. On parle beaucoup des événements extrêmes, mais en agriculture, il y a des événements qui ne sont pas extrêmes pour le commun des citoyens. Une élévation de 2 degrés la nuit par rapport à ce qui serait d'habitude, ça n'a pas d'importance. Mais si c'est au moment de la floraison du riz, eh bien vous perdez 70% de la récolte. Voilà. Alors, je prends l'exemple du saumon parce que quand je parlais de la différence entre précipitations neigeuses ou pluie, eh bien, tous les experts s'accordent maintenant à dire que c'est ça le point le plus critique pour la survie du saumon, qui lui-même est critique pour la sécurité alimentaire d'importantes populations. Et je profite de cette opportunité pour rappeler que quand on parle de sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la disponibilité de nourriture, c'est le fait d'y avoir accès, d'avoir un revenu qui permette d'acheter de la nourriture, c'est l'utilisation et c'est la stabilité. Et le saumon, il assure la sécurité alimentaire, non seulement des gens qui le mangent, mais aussi des gens qui le pêchent, de ceux qui profitent du tourisme pour venir le pêcher, etc. Voilà, puis j'aime beaucoup cette photo. Mais alors, j'ai aussi pris l'exemple du saumon parce qu'il se trouve qu'il est extrêmement bien connu parce qu'il y a beaucoup de recherches dessus. Il n'y a pas tellement d'animaux sauvages, mais utilisés par l'homme, qu'on connaît aussi bien. En particulier, on connaît très mal les effets du changement climatique sur une quantité considérable de plantes qui sont fondamentales pour la nutrition d'un certain nombre de populations. Les dattes, par exemple, dans le désert, mais aussi tous les légumes racinaires qui sont extrêmement importants dans tous les régimes alimentaires des pays d'Europe du Nord, mais aussi, quand on pense au manioc, partie très importante de l'Afrique subsaharienne et de certaines variétés dans les îles du Pacifique. J'y reviendrai tout à l'heure. Un autre point qu'on connaît très mal, c'est l'effet du changement climatique sur les pollinisateurs, qui non seulement aura un impact extrêmement important sur toutes les plantes à fleurs, mais aussi sur les populations qui dépendent le plus de la pollinisation, qui sont les petits agriculteurs. Un exemple extrêmement rapide pour donner une idée de l'impact du changement climatique sur les maladies. J'ai pris l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift parce que c'est une maladie à vecteur, mais surtout parce que c'est une de ces maladies pour lesquelles on utilise des données climatiques pour prévoir l'épidémie. C'est tellement lié au climat qu'avec le climat, on peut savoir qu'on aura une épidémie. Tout cela fait que globalement, les rendements agricoles, alors ça c'est les céréales, ça fait partie des rares qu'on connaît vraiment bien, globalement, toutes les études s'accordent à dire que les rendements vont baisser. Une fourchette un peu... un chiffre communément admissible est moins 17% des rendements d'ici à 2050 par rapport à un scénario où il n'y aurait pas de changement climatique. Alors tout ça va provoquer des mouvements des cultures. Là où on cultivait du café au Brésil en 2010, on ne le cultivera plus en 2070, mais en 2070, on en cultivera ailleurs. Bon, ben, ça a l'air de ce qu'on pensait, mais il n'empêche que ceux qui tiraient leur revenu de ça ne pourront plus, et que pour pouvoir tirer un revenu dans les zones où il y aura du café, eh bien, il faut avoir appris à le faire pousser, avoir récupéré les semences, etc. Et dans l'exemple de ce pays-là, c'est simple, le pays, il est grand, c'est le même pays. Eh bien, quand vous prenez le continent africain, globalement,
en 2050, la moitié des pays auront un climat plus proche de celui d'un autre pays que du leur actuellement. Ce qui veut dire qu'il faut imaginer des solutions régionales de transfert des semences. Ça, c'est une figure bien connue qui montre à la fois les zones où la productivité va baisser, qui, pour une bonne part, sont des zones en état d'insécurité alimentaire, mais aussi un certain nombre de greniers à blé actuels qui pourront être plus vulnérables. Cet effet sur les rendements, eh bien, il a un effet sur les prix, il a des effets sur le commerce. Et tout cela, ça m'amène à la deuxième moitié de ma figure, impacte les moyens d'existence des agriculteurs. Il ne faut pas oublier que la majorité des pauvres dans le monde sont des producteurs de nourriture et que la majorité de ceux qui souffrent de la faim et de la malnutrition sont des producteurs de nourriture. Et bien entendu, ce seront les plus frappés, puisqu'ils dépendent des ressources naturelles. Les pays les moins avancés sont aussi ceux qui dépendent le plus de l'agriculture et qui sont déjà dans une situation économique difficile et qui devront importer plus. Et tout cela impacte les 4 dimensions de la sécurité alimentaire. Très rapidement sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. En gros, si on regarde les émissions totalement et vues d'un peu loin, les 3/4 c'est de l'énergie et le quart restant c'est l'agriculture et l'utilisation des sols. Pour avoir parce que le transport c'est de l'énergie aussi, une bonne part de l'industrie c'est aussi de l'énergie. Et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que globalement, il faut que les émissions tendent vers 0 si on veut maintenir cet objectif de 2 degrés. Or, on sait produire de l'énergie sans faire des émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus difficile de produire de l'énergie sans émissions de gaz à effet de serre. Très rapidement, les grands postes d'émissions, c'est la déforestation, en tête, encore, même si elle ralentit un peu, les émissions de méthane de l'élevage, enfin liées à l'élevage globalement, l'utilisation des engrais synthétiques et naturels, les émissions au champ, en tout cas, et puis le brûlage de biomasse. Peut-être un mot en insistant sur le brûlage de biomasse, ce qu'on appelle aussi le black carbon en anglais, parce qu'il a aussi un effet particulièrement important sur les milieux glaciaires, parce qu'il augmente terriblement le degré d'albédo. D'où probablement le besoin d'agir particulièrement sur ces facteurs. Alors, on est un peu vite, non. Et globalement, je prends l'exemple du lait parce que c'est la plus belle courbe. C'est beaucoup moins vrai dans tout un tas d'autres systèmes. Mais plus un système est efficace dans l'utilisation des ressources, moins on émet de gaz à effet de serre par kilo de produit. Et quand on sait qu'il faudra produire 50% de plus d'ici 2050, si on veut assurer la sécurité alimentaire, ce qu'on veut, c'est pas réduire les émissions en réduisant la production. Ce qu'on veut, c'est augmenter la production et réduire les émissions. Et ça ne peut se faire qu'en réduisant l'intensité par kilo. Eh bien, l'intensité par kilo, elle est très liée à l'efficacité des systèmes. Alors, avec des grandes variables. Alors, on distingue le potentiel technique, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire, et le potentiel économique, c'est-à-dire ce qui est possible de faire avec un sens économique. Et là, les marchés de carbone jouent un grand rôle, parce que c'est un des moyens de trouver des ressources pour compenser les efforts supplémentaires à faire d'un point de vue économique. Globalement, il y a 2 manières de réduire les émissions. Je viens de le dire, réduire les émissions par kilo de produit et puis augmenter les prix de carbone. Avoir plus de forêts, des forêts qui poussent mieux, qui stockent plus de carbone, développer l'agroforesterie, augmenter le stock de carbone dans les sols. Et donc, globalement, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des systèmes alimentaires efficaces et résilients. Plus efficaces et résilients, je suis allé un peu vite, j'ai l'impression, du champ à l'assiette, si j'ose dire. Donc au champ, au niveau des paysages, et puis au long des filières agricoles. Alors, pour la FAO, qui se situe dans une perspective de sécurité alimentaire dans ces 4 dimensions, c'est très important d'être bien clair sur ce qu'on veut dire par efficace. Ça veut dire qu'on consomme moins de ressources pour produire la même chose ou produire plus. Mais aussi pour qu'il y ait plus de personnes qui aient un emploi
décent, un revenu décent, qui justement leur permet de s'alimenter. Et puis tout ça pour une meilleure nutrition. C'est pas... Alors, c'est très souvent lié à augmenter les rendements à l'hectare, mais ça peut ne pas être que ça, ou ça peut avoir un impact sur les moyens qu'on va choisir pour augmenter le rendement à l'hectare. Je vais juste prendre très rapidement des exemples de techniques. Globalement, apporter l'eau et les nutriments plus proches des besoins des plantes est un moyen extrêmement important d'augmenter l'efficacité, la résilience et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on peut faire ça par divers moyens. Les ailes évoquées tout à l'heure, enfin juste montrées tout à l'heure, qui sont une technique classique où les nutriments sont dans le fond. Le placement de l'urée en profondeur, qui évite de perdre l'urée dans l'eau ou dans l'air, avec sa production de briquettes, mais c'est aussi l'agriculture de précision, tout simplement. Tout ça, c'est la même chose. Réduire le taux de mortalité des veaux, par exemple. Quand vous avez un taux de mortalité des veaux de 20%, ben ça veut dire qu'une vache sur 5 ne produit pas de veau et souvent pas de lait, alors qu'elle mange et elle émet pendant ce temps-là. Donc, un vétérinaire, c'est une mesure de mitigation. Voilà. L'agroforesterie, qui permet d'augmenter l'intensité de production à l'hectare, de diversifier les régimes alimentaires, mais aussi de stocker du carbone, de lutter contre l'érosion, d'améliorer le circuit de l'eau. Les systèmes intégrés, type riz-poisson, alors j'ai choisi autant qu'il était possible des systèmes qui montrent aussi que l'on peut ajouter de la nutrition à l'hectare. Et puis alors, l'efficacité c'est bien, mais il faut aussi de la stabilité et de la résilience du système. Et pour ça, il faut prendre en compte l'incertitude. Parce qu'un des gros problèmes du changement climatique, c'est que ça ne va pas s'arrêter. On ne peut pas maintenant dire, OK, on était à une température de 20, on va arriver à une température de 26 et après c'est fini. Et puis on ne peut pas non plus faire de l'agriculture maintenant comme si on était déjà, comme c'était dans 30 ans. Parce qu'on est sur du vivant. C'est très très différent de tous les autres secteurs. Et donc, parmi ces moyens-là, il y a la diversification, il y a les ressources génétiques. Ça, c'est un exemple emblématique. À Tuvalu, le pulaka, qui est une variété de taro, de manioc, est la base de l'alimentation locale traditionnelle. À cause de la salinisation et par les eaux souterraines et par les ouragans, on craint que la plante ait totalement disparu dans 15 ans. Donc leur première mesure d'adaptation, dans le plan national d'adaptation, les mesures prioritaires, vous savez, il y a quelques années, il y avait d'acclimater à Tuvalu une variété résistante à la salinisation qui existe dans une île à quelques milliers de kilomètres de là. Et évidemment, si cette racine disparaît, elle va être remplacée par des nourritures industrielles beaucoup moins nutritives. L'importance des ressources génétiques, je l'ai déjà dit. L'agroforesterie, une approche paysagère, et j'ai pris l'exemple du bassin du Nil, avec les effets de la déforestation au Rwanda, parce que l'impact de ce qu'on fait ou ne fait pas dans ce paysage-là va avoir un impact sur toute la région, très loin et jusqu'en Égypte. Agir au niveau du paysage, mais aussi agir tout au long de la filière, et en particulier réduire les pertes et le gaspillage. Ça, c'est un exemple de silos métalliques en Afghanistan. Les silos métalliques, ils ont deux gros avantages. Le premier, c'est qu'ils permettent de préserver les récoltes contre les parasites, contre les rats et aussi contre l'aflatoxine. Et puis, c'est aussi une mesure de mitigation, il faut bien le dire, puisqu'on perd moins, donc on a besoin d'émettre de moins. Ceci étant, toutes ces transformations-là ne peuvent se faire que s'il y a l'entourage, ce qui permet aux agriculteurs de modifier leurs pratiques. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la mortalité des veaux pour bien montrer que si on veut réduire la mortalité des veaux, eh bien, il faut vacciner leurs mères, il faut qu'il y ait un système de santé, il faut que les mères soient convenablement nourries au bon moment. Et puis, il faut aussi, souvent, des soutiens financiers aux agriculteurs, parce que même si on parle de mesures win-win et qui sont économiquement rentables à terme, il faut gérer la période de transformation. Cette période de transformation, elle est gérable par des gros agriculteurs, parce qu'ils ont les moyens, ou par des gros acteurs de manière générale,
parce qu'ils peuvent se permettre de perdre une récolte une année. Un petit agriculteur ne peut pas se le permettre. Et j'en profite pour dire qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que, comme toujours en période de changement, les gros, c'est-à-dire ceux qui ont du capital social, les connaissances surtout qu'il faut, arriveront toujours à s'adapter. Et on le voit déjà, notamment en matière de pêche, les gros bateaux n'ont pas de difficulté, ils suivent le poisson. Les petits, ils ne peuvent pas. Eh bien, on a le même problème en agriculture d'une manière générale. Et donc, pour tout ça, on a besoin des politiques appropriées, des mécanismes institutionnels appropriés. Et quand je parle de politiques appropriées, ce ne sont pas que les politiques agricoles, loin de là, ce ne sont pas que les politiques climatiques, loin de là. Il faut penser en particulier aux politiques de protection sociale, extrêmement importantes, politiques de gestion de l'eau, politiques de gestion des terres, arbitrage entre agriculture et forêt, par exemple. Et puis surtout, comme vous l'avez vu tout au long de ce que j'ai dit, beaucoup de ces mesures-là ne sont pas spécifiquement climatiques. Beaucoup de ces mesures-là, elles font de l'adaptation et de la mitigation. Eh bien, les mécanismes que l'on a de financement du climat, ils ont du mal à reconnaître, en fait, ces diverses valences. Ils ne sont pas tellement faits pour ça. Donc, on a cette question d'arriver à faire comprendre à nos interlocuteurs que l'agriculture, elle fait en même temps de l'adaptation. L'adaptation, d'abord, tout simplement en soi-même, c'est une mesure de mitigation. Si vous plantez, que vous mettez des fertilisants et que finalement vous n'avez pas de récolte, c'est des émissions de gaz à effet de serre pour rien. Bref. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une de nos difficultés à faire comprendre à nos interlocuteurs. Voilà, là-dessus, je vais m'arrêter, parce que je pense que je suis dans les temps. Merci.